Salut à tous et bienvenue dans cette émission que vous aimez parmi tant, madame, monsieur. Vous êtes là en train de nous suivre partout en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci pour votre attachement indéfectible. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission d'entretien. Ici, on échange sur tous les domaines de la vie, que ce soit la politique, l'économie, le social. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la situation sociopolitique en RDC. Nous avons un invité spécial qui va encore émettre son point de vue sur cette question. Et vous savez très bien que l'actualité est émaillée de beaucoup de faits. Et donc, nous allons passer en revue tous ces faits-là avec M. Thomas Kapouya. Monsieur Thomas Kapouya. Il est analyste des questions politiques en République démocratique du Congo. Il est avec nous sur ce plateau. Nous allons échanger autour de toutes les thématiques qui règnent ou bien qui défraient la chronique sur le plan politique en RDC. Madame, Monsieur, bienvenue. Monsieur Thomas Kapouya, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Ravi d'avoir eu ton invitation aujourd'hui. Également, c'est un plaisir de vous recevoir sur Amani Radio et Télévision pour la première fois sur le plateau de Amani Radio et Télévision. Vos impressions? Oui, justement, j'ai vu une très belle chaîne Amani Télévision en provenance de Kinshasa. On apprenait toujours Amani, Amani, Amani. Aujourd'hui, je suis en train de vivre les plateaux Amani, la télé, vraiment, je suis très ravi. Très ravi. Madame, Monsieur, la situation tendue en RDC, ne quittez pas, surtout ne zappez pas parce que ce sont les bonnes choses qui vont commencer. Ce sera un échange fructueux, vous aurez à en bénéficier beaucoup de choses. Alors, Monsieur Thomas, comment analysez-vous la situation sociopolitique en RDC? Avant toute chose, on dit chez nous, dans nos principes, on donne d'abord honneur à ceux qui ont vécu. Comme on dit qu'à tout seigneur, tout honneur, je remercie d'abord les fils des Sphinx, celui qu'on appelle son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fathi Beton de Jérusalem, pour sa diplomatie gagnante et vivante, et Hercule, sa diplomatie ex-moderne qu'il a opéré en RDC. Notre pays était étouffé, était vraiment oublié, était enterré sur tous les niveaux. À chaque niveau où était nécessaire, était priorité dans notre pays. Mais il a relevé quand même les défis sur la diplomatie. Et c'est pour cela qu'on dit que non, bon, on peut d'abord se rappeler de lui pour parler d'abord de lui pour sa diplomatie gagnante. Et à la deuxième position, je salue la première citoyenne de Lualaba, celui qu'on appelle Maman Béton, son Excellence Maman Fifi Masuka, pour sa bonne gestion de la province. Et je suis sorti la nuit, et j'ai vu quand même de l'éclairage public, et ça fait la beauté de Lualaba. Sur la nationale numéro 39? C'est pas seulement sur la nationale numéro 39, mais même dans des petits coins, en ville, il y a un pas là, à gauche, à droite. J'ai vu que vraiment, il y a l'éclairage, il y a la sécurité. Et c'est un dossier que moi, j'ai intervenu à plusieurs fois à Kinshasa, quand il y avait des accusations, moi, j'appelais illicites. Bon, le projet a pris beaucoup de trop de tournures. Trop de tournures, les sommes étaient colossales, de ceci, de cela, mais ce que je suis en train de vivre sur place, et j'avais défendu une chose au nom de l'Union sacrée, que je pensais que non, ce n'était pas dans la façon où ces accusations la portaient. Et aussi, aujourd'hui, je suis convaincu que j'avais fait un travail honnête parce que je vois Lualaba dans la lumière et vraiment, ça fait la fierté. Voilà, maintenant, votre point de vue sur la situation sociopolitique en RDC? Oui, la situation sociopolitique est similaire, je peux dire similaire, dans le sens que notre pays traverse les turbulences. Le pays était victime. Nous sommes victimes d'une agression injuste par la communauté internationale. Et ils ont mis dans la première position celui qu'on appelle Paul Kagame, qui est leur gendarme. Et je peux te dire, te confirmer que nous sommes en train de vivre une troisième guerre mondiale silencieuse, que la communauté internationale, les grandes puissances et les multinationaux font les sourdes d'oreilles. Ils sont complices avec tout ce qui se passe ici chez nous. Et on ne peut pas dire que non, le pays va bien. Non, nous sommes en difficulté économique, financière, et même avec l'agression des Congolais qui sont en train de tomber du jour au jour, et ça nous fait très mal. Mais tantôt, là, vous avez salué ou bien jeté des éloges la diplomatie
dont vous avez qualifié payante du président de la République. Affirmatif. En quoi est-ce qu'elle est payante? Bon, on était isolés diplomatiquement et économiquement, les pays étaient aussi isolés. Et les Congolais, soit un Congolais n'avait plus encore de considération vis-à-vis de nos pays frontaliers, vis-à-vis de plusieurs continents, plusieurs pays du monde, par rapport à notre façon de gérer le pays. Et la situation de l'agression qu'on venait de parler, aucun Congolais, dans tous les gouvernements qui venaient de succéder, personne n'avait pas eu le courage de chercher, entrer et sortir pour faire quitter le pays là où on est dans les gaufres. Et personne n'a songé d'aller chercher des grandes personnalités du monde, venir ici faire aussi le constat de ce que nous sommes en train de vivre. C'est à partir de là que je vois que non, la diplomatie est vivante et gagnante, parce que, à l'occurrence, j'ai vu sa sainteté, le souverain pontife, le pape François, qui est venu après plus de 30 ans. À part à l'époque de Marcel Mobutu, il avait fait venir le pape Jean-Paul II, mais après des trentaines d'années de plus. Mais c'était pratiquement une visite apostolique. Vous aviez voulu politiser ça? Oui, c'est bien comme tu l'as dit, mais il a été invité par une personne, celui qu'on appelle ce fils de Sphinx, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni était cette invitation-là, il n'allait pas venir. Et n'oublie pas aussi que le gouvernement précédent avait invité le souverain pontife, mais il n'était pas prêt pour venir répondre. Mais quand il est venu cette fois-ci, c'est la considération de la personne à qui il a tendu la main. Allons progressivement. Nous allons commencer d'abord avec la visite du président de la République qu'il a effectuée dans l'espace Grand Kassai. Vous avez suivi à sa descente. Il a été accueilli pas par une foule, mais les gens disent que c'est déjà quelque chose qui présage à un échec, parce que dans l'espace Grand Kassai, il n'a pas été bien accueilli. Non, je ne suis pas sûr de ce que toi tu viens de dire, parce que j'ai eu aussi à palper avec mes deux yeux les images. Il a été bien accueilli, que ce soit Kassai occidental, que ce soit Kassai central ou que ce soit Kassai oriental. Et, sauf que tout dans ces pays est devenu priorité. Pour des personnes qui ne savent pas comment gérer les choses de la République, pourraient croire que non, ça sera un bâton magique. Il tape comme ça, tout s'améliore dans un jour et tout change dans un jour. Mais ce n'est pas le cas dans la gestion des biens de la République, parce que tout doit être programmé. Il faut budgétiser et chercher aussi à être sûr de ce que tu fais et ce que tu es en train de faire et ce que tu dois faire sur le développement de ce pays. Comme je venais de te dire que tout était par terre, et tout est chantier, tout est priorité. Et nous sommes en train de faire ce qu'on appelle en macroéconomique les demandes et l'offre. Il y a plusieurs demandes, mais la situation économique, les budgets et les programmes ne peuvent pas permettre de résoudre tous les projets dans un coup. Et il faut aller progressivement. Mais sauf que les gens qui sont au moins instruits, des personnes instruites, savent que non, chaque chose doit être programmée. Mais vous avez suivi une vidéo dans laquelle il y a une personne de l'espace Grand Kassai. Pour lui, la visite du président de la République, c'est une honte. Non. Il a dit que c'est une honte. Est-ce qu'il fallait qu'il vienne encore lancer les travaux anti-érosifs? Tout à fait normal. En sa qualité du président de la République. Tout à fait normal, parce que tu n'as jamais fait les rondes du Congo. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Il y a plusieurs points qui se créent, soit des priorités, soit des soucis, soit des points focaux qui se créent du jour au jour. Aujourd'hui, tu peux faire les projets sur, comme on a pris par exemple des Kuluna, qui sont venus des outils de production, qui sont en train de faire des champs de maïs et ce qu'on sort. Demain, ça sera à Kanyamakasese. À Kanyamakasese, mais ce n'est plus seulement à Kanyamakasese, à Kananga. Il y a déjà cette opération-là des champs de maïs.
À Bas-Congo, ça a déjà élargi dans nos provinces. Et je ne sais pas si ici à Kolwezi, ce n'est pas encore arrivé ou non, mais les projets de cultiver le maïs, soit service national, doit se détendre sur toute la République démocratique du Congo pour faciliter qu'il y ait à manger abondant. Mais qu'est-ce qui se passe au Kasaï? Tout le monde croyait que quand le président venait aujourd'hui, il y aura des facilités d'asphalter toute la province. Mais les gens ont espéré beaucoup. Non, mais c'est ça ce que je te fais voir. Toutes les routes seront asphaltées et il y aura des entreprises, il y aura des services qui seront financés, il y aura des engagements, et tout ce qu'on sort. Oui, mais nous sommes dans quelle période? Il a accédé dans les pouvoirs, dans sa gestion. Le pays était où? Et aujourd'hui, on est où? Il a fait beaucoup de choses que les gens se tranquillisent et chaque chose a son temps. Alors, madame, monsieur, n'hésitez pas de nous écrire au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Surtout poser toutes les questions possibles à l'intervenant qui est avec moi sur ces plateaux. Monsieur Thomas, est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République peut se taper dans la poitrine qu'il a fait émerger la RDC? Oui, il a fait émerger la RDC. La RDC, c'est un pays continent. Ça demande beaucoup de moyens pour relever les défis. Et ce qu'il a déjà fait dans 4 ans, c'est plus que son prédécesseur qu'il a fait à 18 ans. Pourquoi vous voulez les comparer? Non, parce que... En quoi est-ce que c'est plus que ce que Kabila a fait? D'abord, dans ce pays ici, tout le monde avait droit d'arriver dans un endroit où il y avait soit l'opportunité de minerais, de minerais. Et il dit que non, à partir de 100 km, soit 40 hectares... C'est une portion qui m'appartient. C'est une portion qui m'appartient. Et il commence à faire exploiter. Et tout ce qu'il exploite, il détourne ça, soit ça va dans sa poche. Et aujourd'hui, ce n'est plus encore le cas. Et le pays a eu au moins à passer à une transition, chercher au moins que les pays récupèrent les propriétés de l'État, soit pour l'État, et que les individus qui se croyaient qu'ils sont des intouchables, sont touchables, et il y a des contrôles, et il y a aussi le suivi. Et aujourd'hui, si $1, $100, $1000 sort quelque part, il y a toujours des bruits qui sortent pour dire que non, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Il y a des suivis. Et ce n'est qu'un début de commencement de développement de notre pays. Et ça ne se faisait pas dans la période de 18 ans. Et d'autres choses aussi, on n'avait pas une armée stable. Et notre armée était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Et aujourd'hui, on est en train de faire une réforme d'une armée moderne. Et à part ça aussi, nos contrats, les contrats qui étaient signés par ses prédécesseurs, c'était les contrats bidons qui avaient hypothéqué les pays. Mais quand même, quand vous dites bidon, c'est trop grave parce que depuis que le président de la République a accédé à la magistrature suprême, aucune entreprise ou bien aucun investisseur est venu en RDC. Non, pour la question des investisseurs, je peux te dire que il y a plusieurs secteurs où on peut voir des investisseurs. Dans le cadre minier, par exemple, il a fait plusieurs rondes en Europe, en Amérique et ce qu'on sort, pour faire venir des investisseurs dans une voie légale, que soit vous avez besoin de l'or, soit de coltan, venez, qu'on signe les accords, gagnant-gagnant, 50-50, vous gagnez, que les pays aussi en bénéficient. Mais comme les pays étaient déjà dans la main des rançonnaires, ces gens-là ne veulent pas que notre pays puisse au moins. Mais quand vous dites rançonneur, vous faites allusion à qui? Bon, j'ai fait d'abord allusion aux Occidentaux qui manipulent nos frères congolais pour leurs intérêts égoïstes. On voit au moins un problème typique à l'Est. Aujourd'hui, nous avons vu un député qu'on appelle Mwanga Tchouchou, qu'il est en train de comparaître sur la situation des coltans.
Ok. Mais ça fait des années que cette exploitation-là des coltans, qui était exploitée, et ça sortait sans même qu'un rond puisse revenir dans les trésors publics. Et nous avons vu aussi hier ici, le président aller en Chine, aller faire une révision, un amendement sur les contrats léonais que son prédécesseur avait signé avec des Chinois, pour que ça, les bénéfices, les intérêts, l'avantage reviennent à notre pays pour aussi les comptes des trésors publics. Et quand on parle même sur ces contrats-là, c'était que la Chine est venue sans même un outil. Mais certaines sources disent que le président de la République, quand il s'est rendu en Chine, ils n'ont pas, dans leur échange avec le président chinois, ils n'ont pas touché l'aspect du contrat, c'était pour d'autres relations diplomatiques. Non, ça sont des on-dit. Et la Chine apprête à venir avec 150 milliards de dollars. Pour les élections. En espèces, pour booster plusieurs secteurs économiques qui manquaient dans notre pays, et soit qui étaient négligés, soit que les individus s'étaient accaparés de ça pour leurs intérêts égoïstes. Mais pourquoi est-ce que vous avez tendance à se justifier par rapport vous voulez vous référer à ce que les autres ont fait et justifier votre échec? Non, il n'y a pas l'échec. Dans les principes de la gestion, on a toujours dit que non, des personnes passent, mais des institutions restent. Oui. Mais quand il n'y a pas des institutions fortes, ça pose des problèmes. Mais quand même, vous avez trouvé des institutions stables. Non, il n'y avait pas des institutions stables comme telles, s'il faut dire la vérité. Il y avait plusieurs cacophonies dans les institutions qu'on avait trouvées. Il y avait plusieurs personnes qui avaient des exonérations. Et il y avait l'exonération autorisée à toute personne influente des gouvernements de 18 ans. Et il n'y avait pas de suivi sur la gestion. Il n'y avait pas de suivi sur la gestion. Et même la justice était manipulable facilement. Et il y avait vraiment des choses. Il y a plusieurs choses qui doivent être justement être toujours harmonisées, modifiées, et ce qu'on sort pour que les pays... Mais le président de la République, lors de son discours, il avait dit que Joseph Kabila est son partenaire. En quoi est-ce que si Kabila a échoué, il peut être un partenaire pour celui qui veut changer les choses? Oui, mais c'est pour la toute première fois dans l'histoire du Congo, voir ce qu'on avait vu. La remise et reprise... l'alternance politique qu'on a vue, c'est une fierté aussi pour notre République. Et pour ce cadre-là, on ne peut pas dire que Joseph Kabila était mauvais. Parce que l'acte qui s'était passé, et beaucoup de gens prévoyaient l'hécatombe de ce pays. Mais le fait d'arriver à voir les deux présidents pour la toute première fois dans l'RDC, faire la remise des reprises des institutions, c'est déjà quelque chose de bon. Voilà. Bon, à part ça, lui-même, Joseph Kabila, conscient et homme honnête qu'il était, il avait dit que tout ce qui m'est arrivé dans ma gestion de 18 ans, je n'avais pas 15 personnes. Si j'avais 15 personnes, j'allais transformer le peuple congolais. Et le peuple congolais n'était pas transformé parce que lui-même n'était pas un magicien pour être au four et au moulin. Mais si le fait d'abord de dire ça, c'est l'honnêteté politique. Et il a avoué quand même quelques faiblesses. Mais si aujourd'hui Kabila a manqué 15 personnes, c'est pratiquement les mêmes personnes avec qui aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de gérer ces pays. Tout à fait normal. Je me répète pour dire que des personnes passent des institutions à reste. Quand son Excellence Félix Antoine Tshisekedi a accédé au pouvoir en 2019, il ne pouvait pas venir avec ces personnes dans sa poche pour commencer à dire que non, oh, toi, j'ai fait remplacer une autre personne à ta place. Non. Il y a le principe de la vie, soit un adage qui dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Des gens de la bonne foi, et ils doivent changer les mentalités. Et lui-même, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a créé une agence de changement de mentalité. C'est cette agence-là qui doit réprimander tout le monde qu'aujourd'hui, nous devons au moins changer ce qu'on voyait que c'était mauvais, que ça devient bon. Et toute personne est censée
de faire du bien là où il est. Avant d'atteindre, dire une autre personne que l'autre là n'a pas bien géré, l'autre là n'a pas bien fait tout ça. Mais toi, commence d'abord là où tu es. Vous avez pratiquement évoqué seulement les aspects qui prouvent assez que le pouvoir en place, qui est en train de faire avancer les choses. Mais avez-vous suivi la déclaration de la Senko? J'ai suivi la déclaration de Senko. Votre point de vue sur ça? Pour moi, je peux te dire que la Senko, sa déclaration, c'est non-événement. Parce que j'étais très content de voir les souverains pontifs venir ici, dénoncer les génocides oubliés, les massacres que nos frères de l'Est sont en train de subir du jour au jour. Il a fait appel à ses frères occidentaux pour dire que non, non, vous les occidentaux, enlevez votre main dans l'RDC, vous pillez l'RDC à ciel ouvert, vous tuez les Congolais et vous oubliez que vous êtes en train de commettre le génocide au Congo. Okay. Mais ce qu'il a vécu, cela fait du mal au cœur. Il a dit que non. Plus question encore de l'impunité au Congo. Plus question de piller les ressources du Congo, parce que vous êtes forts, non? Laissez les Congolais libres et indépendants. Là, il s'adressait à la communauté internationale. Il s'adressait à la communauté internationale. Oui. Et qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a encore dit que non, non, un bon évêque, un bon gestionnaire des catholiques, soit un bon, comment on le dit par exemple? Un bon prêtre. Un bon prêtre ne s'ingère pas dans la politique. Un bon prêtre prie pour que les politiques puissent se souvenir de leurs personnes qui sont en train de gérer. Vous voulez dire les gouvernants doivent être au service des gouverneurs et les gouvernés aussi doivent être au service des gouvernants. Quand vous priez pour eux, Dieu va exaucer ta prière à travers ce que tu es en train de faire pour que ceux qui gèrent pour le compte des gouvernants. Ça, c'était la parole de sa sainteté. Et il a fait voir à notre Senko ici que non, vous allez trop vite dans le besoin. Votre travail, vous n'êtes plus politique, vous n'êtes plus des ministres de l'économie, soit des finances ici. Alors, vous voulez nous faire voir que la Senko est beaucoup plus politique au lieu d'être pratiquement religieuse? La Senko, cet organe, la Senko, c'est un organe politique qui nous a été légué par les Belges après avoir cherché à nous donner ce qu'on appelait l'indépendance. On n'était pas indépendant. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours tendance à nous diriger, à nous imposer, à chercher à nous manipuler du jour au jour. Ils ont créé plusieurs de l'Église catholique, mais sont au service de la politique. Parce que le pape l'a parlé. Et hier ici, il y a encore un nonce apostolique à Lubumbashi. Je ne sais pas si tu as suivi ça ou non. Et si tu auras besoin des images, je pourrais te donner ça. Il a fait encore appel à ses frères prêtres pour dire que non, non, un prêtre, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes déjà en dehors des lois et des principes de l'apostolat. À l'époque, vous soutenez l'Église catholique, qui d'ailleurs vous a accompagné afin que vous aboutissiez à conquérir le pouvoir. Mais aujourd'hui, l'Église catholique devient la plus mauvaise église de toutes les églises qu'on a en RDC. Évite l'amalgame que tu es en train de faire. Si l'Église catholique et la Senko, il y a la différence. J'ai évoqué ici les dires de sa sainteté, les souverains pontifs, et sa façon de parler. J'étais très fier. C'est une grande fierté pour l'Église catholique. C'est lui qui, on peut dire, que est le père spirituel de l'Église catholique. Et la façon où il prêche à ses évêques et l'applicabilité de ce qu'il prêche, ça c'est différent.
Et ce que j'ai vu hier à Lubumbashi... Mais la SENCO est constituée de prêtres catholiques. Oui, c'est ces prêtres catholiques-là, par rapport au règlement d'ordre intérieur et principes des catholiques, ils sont en dehors de ce que la sainteté est en train de prêcher. Et ce que j'ai vu, même le non-apostolique est en train de les faire voir comment un bon prêtre peut se comporter. Et par rapport à ce qu'il est en train de vivre par nos prêtres. Mais la SENCO fustige du fait que l'UDPS a créé une brigade. Ça, c'est pratiquement anticonstitutionnel. En même temps, le prêtre, les évêques catholiques ont été attaqués à Kasumbalesa. Vous encouragez toutes ces antivaleurs-là? Non. Bon, qu'est-ce qui montre que... Qui a attaqué le prêtre à Kasumbalesa? Les gens de l'UDPS. Non. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des gens de l'UDPS qui ont attaqué le prêtre à Kasumbalesa? Est-ce que ces gens-là étaient bien en UDPS? Ou bien sur leur fond était écrit UDPS? Ou bien sur leur bras c'était écrit UDPS? Qu'est-ce qui prouve que c'était de l'UDPS? Ou bien c'était Parce que les gens de l'UDPS sont faciles à être identifiés. Non, comment on peut découvrir que c'était soit de l'INAFEC, soit de l'UDPS, soit de VPRD, soit de... Non. C'est difficile de dire que non, ceux qui ont agressé nos prêtres à Kasumbalesa, c'était de l'INAFEC, soit c'était de PPRD, soit de l'UDPS. C'est difficile. Au moins qu'il y ait au moins d'autres manières de discerner, soit par bâton magique, soit par miracle, pour dire non, bon, celui-ci, il a l'âme de l'UDPS, soit l'autre, a l'âme de l'INAFEC, l'autre a l'âme de AFDC ou bien de INC. Non. Ça, je ne sais pas comment. La SENCO a évoqué également la brigade qui a été nécessairement créée par l'UDPS. Est-ce que c'est une bonne chose dans un pays démocratique? Non, je ne peux pas entrer en profondeur d'une chose qui n'est pas correcte. Et ce que moi j'ai apprécié sur les dires de non, il est déjà Monseigneur. Monseigneur Cholet, il a rappelé la chose que nous avons toujours fait, que après les élections, que les électeurs restent devant les bureaux des élections jusqu'au moment où tous les résultats seront affichés. Ça, c'est tout à fait normal. On va y arriver. Répondez un peu à ma question. C'est tout à fait normal. Sur la brigade de l'UDPS qui a été créée. C'est l'insécurité. Qui a créé la brigade de l'UDPS? Qui est le chef de cette brigade? Point d'interrogation. Quel est le nom de brigade? Mais le CG de l'UDPS l'avait évoqué dans son discours. Il a évoqué quoi? Dans son adresse, quelque part, il dit « Nous avons créé ça pour la sécurité des membres de notre parti. » Non. Dans chaque structure, soit dans chaque organisation, il y a toujours quelques points internes. Et IDPS, qui est mon parti, et CG Kaboya, qui est mon secrétaire général, soit celui qui gère les partis au quotidien. Et ici, à Cologie, je suis avec le fédéral qui est là. Nous avons qu'un seul fédéral ici. Il n'y a jamais eu une organisation interne des militaires, soit des milices au sein de l'UDPS. Soit il y a que les gens qui sont au moins des disciplinaires, les gens qui encadrent en cas de manifestation pour gérer les combattants, pour qu'il n'y ait pas le débordement. Mais dire que non, il y a eu les brigades non. Bon. Nous sommes en train de traverser une très bonne période dans notre pays. Quand on dit que non, la liberté d'expression. Mais tout le monde est libre de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il songe, sans être attaqué, sans pourtant être poursuivi, sans pourtant être injurié, soit faire n'importe quoi. Et il est libre, toute personne est libre de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Ils ont parlé également de la démocratie qui est en pleine régression en RDC. Quand quelqu'un dit ça, c'est mensongère. Il trompe. Ah, le Monseigneur a menti. J'ai dit que quand quelqu'un dit ça, je ne parle pas seulement de SENCO comme tu me poses toujours de parler de SENCO. Je dis que quand quelqu'un Parce qu'ils ont évoqué beaucoup de points. Oui, évoqué, oui. Qui vont nous pousser d'ailleurs à... L'église doit être au milieu du village. Mais quand l'église a déjà les partis penchants, ça pose des problèmes. C'est à partir de là où j'évoque le nonce apostolique qui a passé une messe à Lubumbashi avant-hier, qui a voulu faire recadrer ces prêtres
pour dire que non, non, ce que vous êtes en train de faire, vous allez hors principe de l'Église catholique. Nos frères là de Senko, ce n'est pas catholique. Ne confondons pas les catholiques avec les Senko. Senko, c'était notre branche. Les catholiques, c'est une église respectable. Là où j'évoque les dires, les pensées, les savoir-faire de sa sainteté, le souverain pontife. Et là où j'évoque aussi les savoir-faire de nos apostoliques. Mais si nos cardinaux, nos prêtres d'ici suivaient à la loupe les principes qui venaient de sa sainteté, le souverain pontife, soit ce que le nonce apostolique a dit hier ici à Lumbashi, l'Église catholique allait être au-dessus de la mêlée. Et je peux aussi te donner l'exemple facile à Brazzaville, au Congo-Brazza, à leur époque de conférence nationale souveraine. Les prêtres, c'est le prêtre, le numéro 1 des catholiques de Congo-Brazzaville, ils voulaient aussi prendre la lyre de Senko en RDC. Mais il a été recadré par le président de la République du Congo-Brazzaville. Non, bon, toi, tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu va te concentrer, prie pour nous les pécheurs, pour qu'on puisse au moins être au service de nos gouvernants. C'est différent avec ici chez nous. C'est comme je viens encore de te dire que le Senko, cet organe-là, Senko, a été créé par les Belges. Par les Belges, c'est trop dire, et par nos colonisateurs, pour avoir la même mise sur la décision politique ici au Congo. Parlons à faire Boukangalonzo, parlons à faire Matata Mpogno, aujourd'hui, qui est maintenant pourchassé par la justice. Est-ce une affaire judiciaire ou bien une affaire politique? Non, Matata Mpogno, lui-même s'est tapé une balle au pied. Matata Mpogno. Parmi tous les premiers ministres qui sont passés dans la gestion des sénateurs à vie, Joseph Kabila Kabange, c'est le premier ministre qui a eu avoir des privilèges exagérés, c'était Matata Mpogno. Et Joseph Kabila, que je salue en passant les sénateurs à vie, avait beaucoup de confiance en Matata. Mais Matata là-dessus, totalement. Matata avait dessus. Mais vous êtes la première personne à dire que Matata a déçu les Congolais à travers sa gestion. Mais c'est ça, c'est que Matata a déçu les sénateurs à vie Joseph Kabila dans sa gestion. Pas au peuple congolais. Mais on commençait par là, parce que quand Joseph Kabila disait que je n'avais pas 15 personnes pour développer ce pays, changer les mentalités, faire tout ce que je pouvais faire, c'est par rapport à la déception des gens qui l'entouraient. Et parmi les gens qui ont rendu un mauvais service au sénateur à vie Joseph Kabila, il y a aussi Matata dedans. Matata a bloqué, Matata a ruiné la vie des Congolais dans sa gestion. Et vraiment... En quoi est-ce qu'il a ruiné la vie des Congolais? D'abord, la mauvaise chose, la mauvaise sortie médiatique qu'il a fait récemment, il ne pouvait pas faire ça. Pour dire que non, non, bon, Bahati, le président de la Chambre haute, tout le monde ne voulait pas de lui. Il était reproché de beaucoup de griefs. Et lui, comme premier ministre, chef du gouvernement, il avait accepté, tel qu'il était, pour l'approcher et travailler avec le gouvernement. Et il a aussi couvert parmi des mauvaises choses qu'il a fait pendant sa gestion, comme ministre du gouvernement Matata. Mais il a créé l'incident politique ou bien l'incident judiciaire. Comment ça? Mais pourquoi tout ce temps-là, quand il a vu que non, non, la personne qui était son ministre du gouvernement, il n'était pas à l'auteur, il ne travaillait pas pour l'intérêt de la nation. Il ne travaillait pas pour booster le gouvernement et pour booster le pays. Il est gardé pour. Mais un leader aussi ne peut pas exposer les faiblesses de ses collaborateurs. Quand non, même. Tu ne peux pas. Il faut corriger quand même. Mais pourquoi il n'avait pas corrigé? Il a corrigé. Non, non, quand si aujourd'hui on ne reproche rien à Bati Lukwebo, c'est-à-dire Matata a fait un travail de non, tout temps. Mais qui ne reproche rien à Bati Lukwebo? Mais lui-même vient d'accuser le président des chambres hautes qu'il avait mal géré.
Mais pourquoi, pendant la gestion, il n'avait pas dénoncé ça? Pourquoi? Qui me dit mon consent? C'est qu'il était aussi complice. À part ça, Matata est reproché de beaucoup de choses. Quand je dis que non, c'est le seul Premier ministre qui a eu plusieurs opportunités. C'est seulement qui a eu plusieurs opportunités. Bukanga Alonso. Non. La Cour constitutionnelle, pour la première fois, ses immunités ont été élevées. Pour la première fois, la Cour constitutionnelle s'est dit incompétente de pouvoir juger un ancien Premier ministre. Non, non, mais comme tu me parles de ça, en étant juriste, je peux te lire la mère des lois, ce qui est dit la Constitution, sur l'article 164 de la Constitution, pour que tu puisses au moins voir l'idée de ce que tu es en train de dire et en train de faire. Et on va maintenant entrer en profondeur, soit au fond de ce dossier, que je te montre des actes illicites de Matata Mponyo. De Matata Mponyo. Ok. L'article 164. La Cour ne s'est jamais déclarée incompétente de juger Matata. Mais la Cour observait des lois et des règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comment ça? Parce que dans les lois et des règlements d'ordre intérieur de la Sénat et de l'Assemblée nationale, ça a été dit que non, non, un ancien Premier ministre, un ancien président ne peut pas être jugé. Mais la loi, la mère de toutes les lois, c'est la Constitution. Que nous dit l'article 164? Je peux lire? Ah, lisez, lisez. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques, de haute trahison, outrage au Parlement, atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits initiés et pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Mais d'où vient l'incapacité de la Cour constitutionnelle pour juger Matata? Parce que Matata est reproché pour un acte de haute trahison. C'est la Cour. Mais l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle, vous vous rappelez quand même? Vous vous rappelez? Je peux te dire que la Cour s'est référée. Il y a plusieurs principes pour atteindre à juger un haut cadre comme le Premier ministre, comme le Président de la République, comme on est en train de l'énumérer maintenant. Mais quand on évoque aujourd'hui cet article 164, ce qui montre que Matata peut être jugé. Et il n'est pas au-dessus de la loi, mais parce qu'il est reproché d'un acte de haute trahison et plusieurs griefs qui attendent Matata. Mais ce sont les éminents professeurs en droit qui ont dit que la Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à pouvoir juger un ex-premier ministre, parce que la loi ne prévoit pas ça. C'est un vide juridique. Non, mais je viens de te faire lire la mère de toutes les lois. Mais ici, on dit le Premier ministre en exercice, en pleine fonction. Est-ce que je n'ai pas encore à répondre? Mais les infractions, soit les griefs qu'on est en train de reprocher Matata, c'est quand il était en fonction. Il a commis ça comme Premier ministre en fonction. C'est là où on est aujourd'hui. Il n'y a pas que c'est la situation de Bukanga Alonso que tu es en train de parler. Il y a plus de 15 ou bien 20 griefs qui est reproché à Matata. Si je peux te citer 15 ou 7 ou 8. Mais citez-moi même 3 ou 2 parce que nous maîtrisons seulement Bukanga Alonso. Non, non, pas la situation de Bukanga Alonso. Il y a une grande situation que Matata a fait. Il est allé dans une banque qu'on appelle Exim Bank pour emprunter l'argent pour le compte du Trésor public, la Banque centrale, des milliards de dollars pour faire la révolution des modernités en RDC. L'argent est sorti pour le compte du Trésor public dans cette banque. Prêté dans une banque, Exim Bank, pour le compte du Trésor public. Qui est installé ici en RDC. C'est une banque étrangère.
pour les comptes du pays, il a pris l'argent. Où est-ce qu'il pouvait canaliser cet argent-là? Sur la révolution des modernités. Ça n'a jamais eu. À part 285 millions sur la société de Bokangalonzo, ça on n'en parle pas. On n'en parle pas. 550 millions de dollars. Réhabilitation des aéroports. Aéroports de Loano et d'Indili. Ça n'a jamais été. Il y a aussi les projets de 1000 écoles, construction de 1000 écoles dans nos 145 territoires. L'argent est sorti. 150 millions de dollars. Rapidement, on a compris, est-ce que réellement c'est ça comme grief? Et il y a aussi l'argent qui est sorti pour 354 millions de dollars pour la construction des hôpitaux. Ça n'a jamais été. 685 millions de dollars pour faire fonctionner comme il fallait les Chit Katende, Yinga et d'autres barrages. 685 millions de dollars. L'argent est sorti. Et nous avons le problème de délestage ici, à Kolwezi. S'il y avait, qu'est-ce que je peux dire, orientation de toutes ces sommes-là sur les services, sur le travail, on ne pouvait pas voir les problèmes de lampadaires en cours de route ici. On pouvait avoir au moins du courant 24 heures sur 24. Mais il y a une telle personne, il n'est pas modèle. Mais vous voulez l'écarter de la course présidentielle? Non, il n'est pas modèle. Parce qu'il est candidat. Qui l'écarte? Parce qu'il est candidat potentiel. Qui a besoin de l'écarter si ce n'est pas sa mauvaise gestion qui l'écarte? Qui a besoin de... Qui a peur de Matata? Personne. D'abord, je peux te dire au moins une chose qui est vraie. Rapidement, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Oui, je peux te dire aussi une chose qui est vraie. Martin Fayoul m'a dit, celui que moi j'appelle le député Eli de Lukunga, il avait fait une sortie médiatique, une fois à Kinshasa, pour évoquer la situation de ces pays. Il a parlé d'abord sur l'affaire des arianisations à l'époque de Mobutu. Il a dit qu'à part les arianisations de Mobutu, l'escroquerie pire et simple que nous vivons aujourd'hui, c'est Bokangalonzo. Il a dit que nos Matata doit être pourchassé jusqu'aux dernières énergies d'avoir volé, d'avoir ruiné la vie des Congolais sur la situation d'escroquerie de Bokangalonzo. Votre mot de la fin, parce que le temps nous fait pratiquement défaut, on n'a pas tout passé en revue. Votre mot de la fin, rapidement. Je remercie d'abord la première citoyenne de Lualaba pour sa bonne gestion, malgré il est taquiné à gauche, à droite, mais je trouve que c'est une personne constante. Elle maintient sa cape. Et je remercie son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir boosté l'économie du Congo et à l'occurrence aussi de Lualaba, faire Lualaba le premier capital de cobalt dans le monde. Et d'ici là, j'attends qu'il y aura une inauguration d'une... De plusieurs chantiers. Hein. Non, pas plusieurs chantiers. D'abord, l'usine de traitement des minerais pour la première fois que le Congo et Congo à Lualaba, pour faire Lualaba le capital de coltan. Et ça sera inauguré ici à Lualaba. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé dans notre émission. Madame, monsieur, ça n'est fini pour cet échange. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci beaucoup.